Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Ici François Manger. Bienvenue à votre diffusion de ce point de presse de la semaine avec le CISAT. Je vous invite à nous envoyer vos questions si vous êtes avec nous en direct sur nos pages Facebook. Sinon, si vous êtes avec nous à la télé, on vous le dit, à chaque semaine, on diffuse ces points de presse-là quand c'est possible de notre côté. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions par courriel aux nouvelles avec un S, @mediaté.ca ou encore via l'application Mediaté Plus. C'est possible également de le faire. On aura probablement des précisions sur ces allègements qui s'en viennent, surtout sur la situation en Abitibi-Témiscamingue. Un nouveau cas qui a été répertorié dans la MRC d'Abitibi-Ouest dans les dernières 24 heures. 2 cas actifs sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est donc ce point de presse qui devrait débuter dans quelques instants. On a posé la question au ministère de la Santé et des Services sociaux dans les dernières heures, à savoir: est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait passer au vert avant le reste du Québec, considérant sa situation? On nous a répondu, comme d'habitude, évidemment, qu'on se basait pour choisir les paliers de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins. On nous a dit qu'on ne pouvait pas nous en dire plus pour le moment sur le passage en zone verte, que les annonces seraient faites en temps opportun. C'est une question qui reviendra probablement durant ce point de presse avec le CISAT. Également, il y a eu l'annonce cet après-midi par le ministre Dubé pour ce qui est de la vaccination des 12-17 ans, les rendez-vous qui seront ouverts dès le 25 mai et dès le début juin également, il y aura de la vaccination directement dans les écoles. Donc, ce sera un dossier, j'imagine, qu'on aura à suivre cet après-midi dans ce point de presse du CISAT. Évidemment, on fera le tour de la situation épidémiologique, mais aussi de la situation de la vaccination en Abitibi-Témiscamingue. J'ai le goût de vous poser la question en attendant que le point de presse commence. Vous, à la maison, qui êtes avec nous en direct sur les réseaux sociaux, répondez-nous en commentaire. Avez-vous été vacciné ou avez-vous votre rendez-vous pour votre vaccination? Également, si vous avez des questions, là, vous le voyez, je baisse les yeux une fois de temps en temps. C'est que j'ai vos questions devant moi, juste de ce côté-là. Et semble y avoir quelques petits problèmes techniques avec le système de Mme Sobanjo. Donc, j'imagine qu'on est en train de réparer tout ça pour débuter le point de presse dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas, on va faire le tour. Évidemment, j'imagine que le CISAT fera l'explication de chacune des modifications pour ce qui est de la zone jaune, et je vais chercher mes feuilles là. Donc, entre autres, à compter du 28 mai, les rassemblements seront permis sur des terrains privés à l'extérieur à condition de réunir un maximum de 8 personnes en provenance de résidences différentes. La distanciation physique doit être assurée en tout temps, évidemment. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. 28 mai, début juin. Il y a plusieurs dates aussi à se rappeler. On retrouve l'ensemble de tout ça sur le québec.ca et le point de presse. Bonjour à tous. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous rappelle, comme à tous les jeudis, que nous pourrons présenter les mesures sanitaires en cours, le bilan de la campagne de vaccination COVID, ainsi que l'état de situation épidémiologique. Alors, d'entrée de jeu, je laisse la parole à Mme Roy, PDG. Je vais présenter les autres porte-paroles, suivi de Katia Chateauvert, directrice régionale de la campagne de vaccination, puis de Dr Landry, qui est directrice de la santé publique, et de Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'avoir notre point de presse hebdomadaire. Donc, d'entrée de jeu, un message qui sort du contexte de la COVID, mais qui est tellement important. Je veux rassurer toute la population que nos services essentiels sont maintenus dans la région et seront maintenus dans la région, même en contexte d'enjeux de main-d'œuvre importants qu'on vit actuellement au sein de l'organisation. Et là, je fais référence notamment à nos CHSLD pour lequel c'est réellement un service essentiel à la population. Donc, quel que soit le territoire ou l'endroit où on a des résidents qui sont en CHSLD actuellement, c'est des services qui demeurent, des services pour lesquels il y a une présence effectivement en soins infirmiers, une présence de plusieurs professionnels, également médecins, et des services qui demeurent à notre population et qui vont toujours être priorisés. De la même façon qu'on pourrait nommer nos services d'urgence, les soins intensifs, la capacité d'hospitaliser dans les différents hôpitaux de la région, et j'en passe. Mais donc, c'est bien important de comprendre que nos services essentiels sont maintenus et il n'y a aucun CHSLD qui va fermer en région. Il n'y a aucun usager ou résident de CHSLD qui va être transféré également dans un autre CHSLD.
Maintenant, si on revient à notre situation pandémique en lien avec la COVID-19, ben vraiment, puis vous allez l'entendre tout à l'heure, notre campagne de vaccination va très bien en région. Je suis moi-même maintenant vaccinée avec la première dose en tout respect là, de la séquence de vaccination. Puis, j'aimerais vraiment sensibiliser les gens à faire votre prise de rendez-vous pour la vaccination. Évidemment, l'objectif est de s'assurer que les gens aient la bonne information et que ceux qui le souhaitent, ceux qui sont enclins à se faire vacciner, puissent avoir accès au vaccin. On va s'assurer que ce soit facilitant. Ça l'est déjà avec les inscriptions. Puis tout au long de l'été, l'objectif est vraiment de s'assurer que les gens puissent avoir leur première dose et évidemment par la suite leur deuxième dose. Donc, vous allez le voir, la campagne va bien, mais n'hésitez pas à en parler à vos collègues, à en parler à vos voisins, à en parler à votre famille pour donner la juste information puis favoriser une plus haute couverture vaccinale pour notre population, pour se protéger et finalement en venir à des mesures d'assouplissement encore plus importantes. Je tenais aussi à dire en lien avec la vaccination, là, vous allez voir dans les prochaines semaines, mais tout ça va se régulariser assez rapidement à partir du moment où il y aura beaucoup de plages ouvertes là, pour la population. C'est que présentement, il est possible qu'à un moment, vous souhaitiez vous inscrire à une vaccination, puis dans votre territoire, momentanément, pour la journée ou pour les quelques heures là, où vous souhaitez vous inscrire, les plages ont été complétées. Donc, je vous invite à y retourner quelques heures après ou le lendemain parce qu'effectivement, quand on fait ces constats-là, nous, on ajuste toujours là, les affectations de vaccins qui nous sont confirmées, puis on les transforme en plage pour que les gens puissent s'inscrire. Donc, ce ne sera que momentané. Il y a suffisamment de vaccins pour tous. Il y en aura dans tous les territoires en fonction de la demande de la population, puis des inscriptions. Là, c'est des ajustements qu'on doit faire régulièrement, mais surprenez-vous pas, il se peut que ça se présente. Maintenant, si on fait référence au plan de déconfinement, donc l'assouplissement de certaines mesures qui va s'appliquer même dans notre région là, avec le palier jaune. Donc, on demeure en palier jaune. Ça, c'est bien important de le comprendre. Si vous allez consulter le québec.ca avec les différents paliers, on demeure en préalerte, en palier jaune. Mais à ça s'ajoutent des mesures d'assouplissement supplémentaires. Et à compter du 28 mai, donc, il y a réellement des mesures qui s'appliquent en supplément de ce qu'on vit actuellement dans le palier jaune. Et je vais y référer là immédiatement. Donc, ce qui est différent à partir du 28 mai, soit à partir de vendredi prochain dans 8 jours, c'est pour les rassemblements extérieurs permis sur les terrains privés. On sait que maintenant, tout ce qui est rassemblement privé, et ce jusqu'au 28 mai, c'est 2 bulles familiales, pas plus. Donc, à l'intérieur, à l'extérieur, sur les terrains privés, seulement des représentants de 2 familles. À partir du 28 mai, il y a un ajout possible, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas plus de 8 personnes, ça peut être des gens de plus que 2 familles. Donc, on peut être toujours 2 familles, mais on peut être là, jusqu'à 8 personnes de différentes familles, jusqu'à concurrence de 8 personnes toujours. Également, à partir du 28 mai, levée d'interdiction de déplacement entre les régions. Ça veut dire que les gens pourront maintenant venir en Abitibi-Témiscamingue pour différentes raisons, au-delà des raisons essentielles là, telles qu'on le mentionnait jusqu'à maintenant. Toujours seulement à partir du 28 mai. Évidemment, toujours encouragé de ne pas se déplacer si ce n'est pas essentiel parce que l'objectif est réellement de limiter quand même les contacts sociaux. Donc oui, on assouplit les mesures, mais dans l'objectif quand même de maintenir la situation épidémiologique stable en région et donc limiter les contacts sociaux non essentiels. Également, il y a des allègements des règles pour les grandes salles intérieures, les stades extérieurs avec des places fixes assignées d'avance. Donc, à compter du 28 mai, il y a aussi des modalités particulières pour les grandes salles intérieures ou les grands espaces extérieurs avec des places assignées d'avance. Donc, les personnes ou les organismes qui sont concernés peuvent aller consulter l'ensemble des règles qui s'appliquent sur le site québec.ca. Et dès le 11 juin, donc là, un peu plus tard, il y a aussi une nouvelle modalité qui va s'appliquer pour nous et qui va permettre la pratique de sport extérieur en groupe à partir de 25 personnes ou jusqu'à 25 personnes, pardon. Donc maintenant, on sait que c'est 12 personnes et là, on va bonifier jusqu'à 25 personnes possibles à l'extérieur et ça, ce sera compté du 11 juin. Sinon, rapidement, là, ce qui va s'en venir un peu plus tard, on sait que dès le 25 juin, il y aura une possibilité de reprise de certains festivals et spectacles extérieurs, maximum de 2500 personnes, debout ou assis, avec réellement là, le respect des mesures sanitaires, donc distanciation, port du masque, mais réellement la possibilité de reprendre certaines activités type festival pour cet été à compter du 25 juin. Et ce qu'on vise, ce qui est souhaité, c'est que réellement, à partir de la fin août, les assouplissements soient d'autant plus importants. La couverture vaccinale, si elle est effectivement
pour les 12 ans et plus, donc nos adolescents et toute la population adulte. Si on atteint une couverture vaccinale de 75 %, il y aura là vraiment un plan là, d'assouplissement qui nous permettra, entre autres, d'avoir des modulations et des assouplissements de mesures en milieu scolaire, au sein des milieux de travail, dans les rassemblements privés, notamment aussi en ce qui a trait au port du masque. Donc, c'est ce qui est visé là, à partir de la fin août. À ce moment-là, la majorité de notre population qui peut actuellement bénéficier du vaccin, donc les 12 ans et plus, sera vaccinée. Donc, c'était l'essentiel de mes messages aujourd'hui. Puis, vraiment, là, je reste disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Mme Châteaubert. Je vous invite à poursuivre. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, merci Caroline pour le message. Je vais poursuivre en vous donnant de l'information concernant la vaccination. Donc, actuellement, toute personne âgée de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour la vaccination et ce, dans chacun des RLS. Donc, on vous invite à soit contacter la ligne 1-877-644-4545 ou aller sur le site Internet ou directement sur Clic Santé pour vous inscrire vous-même. Donc, comme Caroline vient de le préciser, nous sommes à la planification actuellement de la vaccination pour les 12 à 17 ans. La vaccination va se dérouler là, dans la semaine du 7 juin et du 14 juin. Donc, nous sommes actuellement à la planification avec les centres de santé, les centres de services scolaires, excusez, et tout se déroule très bien. Donc, il y aura des communications qui vont suivre éventuellement pour les parents. Donc, concernant les rendez-vous deuxième dose qui peuvent être devancés, je tiens à préciser que les personnes qui sont visées, qui sont atteintes de maladies chroniques, là, puis si vous voulez avoir la précision, c'est qui est visé par les deuxièmes doses devancées, vous pouvez aller sur québec.ca. Je précise que c'est l'établissement qui contacte les personnes pour devancer leur rendez-vous via des listes que nous avons en notre possession. Donc, inutile d'appeler directement la ligne car de toute façon, nous allons vous contacter. Je tiens à préciser aussi que les gens qui ont reçu leur première dose en pharmacie communautaire et qui font partie des catégories là, qui peuvent devancer leur deuxième dose à 28 jours devront contacter la pharmacie pour recevoir leur deuxième dose dans le même lieu. Une autre petite précision, malheureusement, les proches aidants de ces personnes-là dont la deuxième dose est devancée ne sont pas admissibles actuellement pour devancer leur deuxième dose. C'est vraiment les personnes atteintes de maladies chroniques qui sont visées. Donc, au niveau de la preuve vaccinale électronique, depuis le 13 mai dernier, la preuve vaccinale électronique est maintenant acheminée aux gens qui vont se faire vacciner. Il y a aussi tout un exercice là, de déploiement d'épreuves vaccinales pour les gens qui ont été vaccinés là, depuis le début de la campagne de vaccination au Québec. Donc, ça se pourrait que vous recevez votre preuve électronique avec un code QR de votre première dose, exemple en janvier, et que vous n'avez pas reçu la deuxième dose, même si vous avez reçu votre deuxième dose réellement. C'est normal, éventuellement, vous allez recevoir une deuxième preuve électronique qui va inclure la deuxième dose. Si vous avez des questions par rapport à la preuve électronique, on vous réfère au site québec.ca. Toutes les informations sont disponibles pour vous aider. Les gens aussi qui ont eu la COVID et qui ont eu une seule dose de vaccin, car c'est ce qui était recommandé, vont aussi recevoir la preuve électronique là, qui va préciser cet élément-là. Donc, je tiens aussi à redire un merci à nos collaborateurs qui contribuent à la campagne régionale de vaccination en Abitibi-Témiscamingue. On parle de la fonderie Horn, de la mine Agnico Eagle, la mine Eldorado Gold, la mine canadienne Malartic, Location Amos, Éclat Québec, mine Casa-Bérardi, Parmalat et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je terminerai avec les livraisons que nous avons pour les prochaines semaines. Donc, le tableau est le même que la semaine dernière, car nous n'avons pas eu d'autres confirmations pour le moment de vaccins. Donc, comme vous voyez, là, nous avons nos confirmations jusqu'à la semaine du 21 juin 2021. Donc, pour ma part, ça ferait le tour des informations que j'allais vous transmettre. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions par la suite. Merci, Dr. Landry. Je vous invite à ouvrir votre caméra. Oui, bon après-midi tout le monde. Merci de votre présence.
Je pourrais commencer, Sarah, par le bilan de la vaccination. Si tu veux, merci. Donc, comme vous pouvez constater, nous avons 16 979 personnes de vaccinées, ce qui porte à 48,2 %, ce qui fait que nous avons ajouté plus de 12 400 doses depuis la semaine dernière. Il y a eu des journées records jusqu'à 2000 doses par jour. Maintenant, la couverture vaccinale, on vous avait promis la semaine dernière de vous présenter par territoire de MRC. Alors, pour l'Abitibi, 51 %, Abitibi-Ouest, 51 également, Témiscamingue, 52, Rouyn-Noranda, 47, MRC de la Vallée-de-l'Or, 43 %. Je tiens à vous rassurer que pour Rouyn et Val-d'Or, les pourcentages vont se rattraper parce qu'il y a plus de rendez-vous pour ces deux secteurs-là dans les prochains jours et semaines. Maintenant, comme mentionné tout à l'heure par Caroline, l'importance, surtout comme vous voyez pour les petits bâtonnets jaunes, là, pour la catégorie en bas de 44 ans, là, il nous manque 6 770 personnes pour atteindre la couverture vaccinale dans toutes nos strates d'âge que vous voyez, là, pour atteindre 75 %. Donc, on vous encourage, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre rendez-vous, là, on vous encourage à le faire. C'est un geste simple, à la portée de tous, qui peut faire toute la différence au niveau de l'échelle de la population. Nos équipes là, vous attendent, là, ça roule rondement. Tous ceux qui ont des inquiétudes, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous allons répondre à vos questions. Maintenant, au niveau de la situation épidémiologique, même si elle est stable, la prudence est toujours de mise. Depuis le début mai, Dr. Sobanjo va vous en parler plus longuement, mais les cas que nous avons répertoriés dans notre région viennent essentiellement de personnes qui ont été exposées à des personnes, à des cas à l'extérieur de notre région. Donc, d'où l'importance de toujours respecter l'isolement obligatoire de 14 jours au retour d'une région orange ou rouge. Puis comme mentionné tout à l'heure, dès la semaine prochaine, soit le vendredi 28 mai, les déplacements entre les régions seront permis. Alors, avec le long week-end à nos portes, ça peut être tentant de se déplacer, mais il faut résister à cette tentation, sauf bien entendu pour les raisons essentielles, là. Donc, attendons une semaine de plus pour recevoir la visite. La pêche aux dorées ouvre demain. Alors, on va avoir les plans d'eau juste pour nous autres en fin de semaine. Profitons de nos grands espaces dans le respect des consignes sanitaires et encourageons les pourvoyeurs de notre région. Beaucoup de questions quant au passage au palier vert. Je vous dirais pas avant la mi-juin pour laisser le temps d'une période d'incubation d'au moins 15 jours entre la levée d'interdiction des déplacements et d'autres assouplissements. Nous comptons, comme à l'habitude, sur le comportement exemplaire de notre population durant cette période charnière. Nous savons qu'en Abitibi, nous avons démontré depuis le début de la pandémie que nous sommes capables de grandes choses quand tout le monde y met du sien. Alors, je vous encourage à poursuivre dans vos efforts. Nous arrivons bientôt à notre but. Alors, profitons de la fin de semaine qui s'en vient. Je souhaite un bon week-end. Alors, voilà pour les messages. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Oui, bonjour. Et merci beaucoup. Merci. Pour compléter les données épidémiologiques, actuellement, nous n'avons que 2 cas actifs dans notre région et nous avons eu un nouveau cas qui a été confirmé dans les dernières 24 heures qui amène le nombre total des cas confirmés pour la 3e vague à 195 cas. Actuellement, c'est qu'on voit pour la classe qui a été fermée dans la MRC de Vallée-de-l'Or, heureusement, on n'a pas eu une éclosion associée à ça. Toutefois, lorsqu'on regarde depuis le début de mai, on a 11 cas de confirmés dans notre région depuis le début de mai. Ils ne sont pas nombreux.
mais on voit que ces cas sont directement ou indirectement liés à une exposition à l'extérieur de notre région. C'est-à-dire, il y a quand même eu des transmissions au sein de notre région, mais souvent c'est lié à un contact avec quelqu'un qui a probablement eu contact à l'extérieur de la région. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important pour nous de continuer à respecter l'obligation d'isolement, mais aussi de faire attention dans notre rencontre avec les personnes, c'est-à-dire de limiter notre contact, parce que ça ne prend qu'un cas. Si nous sommes nombreux et on est face à un cas contagieux, tout le monde qui est présent est à risque. Donc, bien qu'il y ait la possibilité de se rassembler et d'être jusqu'au 8 à partir de bientôt, 28, on doit se rappeler que ces 8 personnes qui viennent de différentes adresses, si un d'entre eux, s'ils sont exposés, ils vont le ramener à leurs 8 adresses différentes. Donc, il faut quand même qu'on fasse attention malgré le fait qu'on peut avoir des assouplissements. Toutefois, les assouplissements permettent, parce que nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont contactés parce qu'elles avaient des déplacements qui ne sont pas nécessairement essentiels, mais qui étaient importants pour eux. Donc, la levée des déplacements va permettre ce type de déplacements, mais on doit quand même faire preuve de vigilance parce qu'on est conscient que l'importation des cas est une actualité encore. Pour ce qui concerne le nombre de cas également, l'enjeu qu'on commence à constater, c'est que des fois, étant donné qu'il n'y a pas eu de cas dans une MSE pendant une période, dès qu'on confirme un cas, ça se peut que les gens ont tendance à vouloir pointer du doigt à cette personne-là. Il faut se rappeler quand même qu'un diagnostic de la COVID, c'est pas quelque chose de simple, ça porte déjà des implications pour la personne atteinte. Donc, on doit garder notre empathie et on doit continuer à se rappeler que ces gens-là, ce sont nos voisins, nos amis, nos proches. Donc, on ne devrait pas les stigmatiser ou de faire des gestes qui sont inappropriés contre eux. Dernier élément, c'est que actuellement, on sait que le nombre de cas dans d'autres régions baisse, mais jusqu'à temps que le levé d'isolement soit activé, toutes les personnes qui reviennent doivent quand même observer un isolement obligatoire. Merci beaucoup. Merci, nous en sommes à la période de questions. J'invite les représentants des médias à adresser leurs questions, précisant lorsque c'est possible, s'il vous plaît, à qui ils souhaitent adresser la question. Première question, M. François Munger de Médiaté. Oui, donc encourageant, on commence à parler de verre à la mi-juin. Dans quelle situation devra se trouver l'Abitibi-Témiscamingue? Peut-être nous donner une petite idée en termes de chiffres, là, si c'est possible, pour qu'on puisse retomber à cette couleur-là. Bon, écoutez, actuellement, parmi les critères, que ce soit nous n'avons pas d'hospitalisation depuis le 21 avril, le nombre de cas est quand même dans les normes là, pour le palier vert, mais comme je vous disais, étant donné que le 28 mai, les déplacements entre les régions seront permis, donc on doit avoir une période d'observation au moins 15 jours avant de changer de palier. Donc, c'est pour cette raison qu'il est préférable d'attendre une quinzaine de jours après les assouplissements du 28 mai. Merci. Prochaine question, M. Philippe Doherty de CKVM. Oui, bonjour. Question pour Mme Roy. On l'a appris un peu plus tôt cette semaine, les professionnels de la santé affiliés à la FIC CISAT qui vont refuser d'effectuer des heures supplémentaires la semaine prochaine. Comment le CISAT réagit à cette décision et qu'est-ce qui sera fait pour assurer les services? Oui, en fait, on est informé de l'intention. Actuellement, les discussions se poursuivent toujours, mais évidemment, à partir du moment où il y aurait une application du refus de réaliser du temps supplémentaire volontaire ou obligatoire pour les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, donc la catégorie d'emploi visée par cette intention, on va prendre les mesures qu'il faut pour maintenir les services essentiels.
Puis quand je vous mentionne ça, c'est qu'actuellement, les analyses sont en cours et on a déjà là, l'information quant au secteur qui pourrait être compromis. On va s'assurer de faire des déplacements requis pour s'assurer de maintenir les services essentiels et on va faire l'information à la population, évidemment, à partir du moment où il y a une certaine diminution de rupture de certains autres services. Merci. Merci beaucoup. Également, juste un petit rappel, s'il vous plaît, si vous avez des questions qui ne concernent pas l'objet du point de presse, s'il vous plaît, les conserver à la fin de l'activité. Madame Luneau, Radio-Canada. Oui, j'aurais 2 questions sur la vaccination pour Mme Châteauvert. D'abord, pour les jeunes de 12 à 17 ans, bon, la grande majorité sont dans les écoles, mais il y en a quand même qui n'y sont pas, n'y sont plus, ou sont au cégep, ou ont simplement arrêté l'école. Donc, est-ce qu'ils vont être possible de s'inscrire à la vaccination sur le site dans ce cas-là? Puis la deuxième question, c'est les gens qui se faisaient vacciner cette semaine là, avaient leur rendez-vous de 2e dose pour le début septembre. Est-ce qu'il est possible de penser que ça pourrait être devancé? Merci pour vos 2 questions. La première, effectivement, nous avons déjà la liste des étudiants du cégep là, que la direction nous a fournie. Et il aura des plages disponibles autres que les plages qui vont être organisées avec les centres de services scolaires pour que l'ensemble des jeunes puissent s'inscrire là, pour la vaccination. Effectivement, ils ne sont pas tous nécessairement sur les bancs d'école. Donc ça va être aussi possible. Il va y avoir des plages qui vont être dédiées pour eux. Et votre deuxième question qui était... Est-ce qu'on pense que c'est possible de devancer la 2e dose, compte tenu du fait que ça va déjà au début septembre? Si on voulait qu'à la fin août, tout le monde ait ses 2 doses, est-ce que c'est envisageable que les 2e doses soient devancées cet été? Oui, en fait, excusez, là, j'ai eu un petit blanc. Donc, pour le moment, il y a des discussions qui sont en cours actuellement à cet effet-là. On n'a pas nécessairement d'orientation, mais si c'est le cas, on aura la capacité de répondre à ce besoin-là durant la période estivale. Oui, c'est quelque chose qui est possible, là, mais pour le moment, là, c'est seulement certaines clientèles visées là, qui sont pour pouvoir devancer leur 2e dose. Merci. Prochaine question de M. Charles Laferrière. Oui, j'aimerais revenir sur l'ouverture de la région. On avait dit un mot que ça va être important de demeurer prudent. Estimez-vous que c'est un peu trop tôt de faire ce genre de mesures de déconfinement-là? Et visiblement, ça semblait être quelque chose qui marchait pour la région. Comment vous réagissez à cette annonce-là qui est déjà la semaine prochaine? Là? Oui, bon, très bonne question. Écoutez, si vous regardez aussi, bon, bien entendu, on a été consulté aussi, là. Si vous regardez la situation épidémiologique de plusieurs régions actuellement au Québec, là, plusieurs s'en vont vers le palier orange. Il reste encore 8 jours. Comme vous savez, 8 jours. On a des régions qui étaient rouges vifs qui vont passer au palier rouge. Les cas baissent assez rapidement. Donc, c'est sûr qu'on espère que les cas vont baisser le plus possible dans toutes les régions du Québec pour nous permettre là, de passer, justement, de rester au palier jaune de façon sécuritaire. Et c'est pour ça qu'on demande quand même d'être prudent, là, de ne pas faire exprès pour faire des rencontres plus que ce qui est permis. Là. On a parlé tantôt de 8 à l'extérieur. C'est pas 12, c'est pas 15, c'est 8. Dans le respect aussi des consignes. Si on a un petit balcon, on n'invite pas 8 personnes chez soi. Si on a un grand terrain, oui, on peut se le permettre. Mais on demande à la population de respecter là, les consignes. Merci. Prochaine question, M. Jean-François Vachon, le citoyen. Oui, bonjour. Ma question va être bien simple. Je sais que présentement, les gens sont obligés de s'isoler en venant en région. Donc, à partir du 28 mai, si je comprends bien, là, ils l'auront plus. Cet isolement-là ne sera plus nécessaire? Ne sera plus obligatoire. Donc, à partir du 28 mai, l'isolement en revenant à la région ne sera plus obligatoire, mais sera toujours recommandé. OK, donc donc ce qui va arriver, c'est qu'un peu les gens qui viennent de l'extérieur vont être recommandés de faire la quarantaine, mais ils ne sont pas
obligés de le faire. Donc, on va pouvoir, par exemple, un touriste qui arrive de Montréal pour visiter l'Abitibi-Témiscamingue pourra aller au restaurant et vaquer à d'autres occupations s'il le souhaite parce qu'il n'est pas obligé d'être en quarantaine. Exact. Il y a deux choses. Donc, quelqu'un qui arrive de Montréal, il est prévu que le 31 mai, la majorité des régions vont être au Palais Orange. Pour l'instant, c'est les gens au Palais Orange qui ont droit à une salle à manger d'un restaurant. Donc, quelqu'un qui arrive de Montréal le 29 n'aura pas le droit d'aller dans un restaurant dans notre région. Toutefois, si la personne arrive le 1er juin, oui, la personne peut aller à notre restaurant. Mais ça va être important, c'est pour ça qu'on informe la population, ça va être important que nous, si quelqu'un vient comme touriste, la personne peut aller toute seule. Mais si on commence à faire des activités à cette personne-là sans avoir vérifié le risque de la personne, on risque à être exposé. Il se peut que plusieurs jours après qu'on est allé au resto ensemble, on va être avisé d'être en isolement parce qu'on était exposé en cas. Donc, ça va être important, un peu comme on a fait à l'automne dernier, on continue à recommander que la prudence est importante, surtout lorsqu'on est en présence des personnes qui arrivent de l'extérieur de la région, soit d'une région dans laquelle la transmission est plus importante ou d'une autre province, parce qu'on voit que dans d'autres provinces, le taux est encore élevé et il y a beaucoup de prédominance des variants dans plusieurs autres provinces, c'est qu'on ne veut pas que ce soit réintroduit dans notre région. Mais ça va être la responsabilité de nos citoyens de s'assurer qu'ils ne côtoient pas les gens qui arrivent de notre région qui n'ont pas fait un isolement. La prochaine question, Madame Luneau. Oui, j'aurais une question sur le taux vaccinal. Vous nous avez présenté les chiffres là, par catégorie d'âge, mais est-ce qu'on a atteint, avec les prises de rendez-vous prévues, le fameux 75 de première dose? En fait, on en est combien là, globalement pour les prises de rendez-vous? Donc, merci pour votre question. En date d'aujourd'hui, pour atteindre le 75 en Abitibi-Témiscamingue, toute catégorie d'âge confondue, il nous manque 6 770 personnes à prendre un rendez-vous et il y a suffisamment de rendez-vous disponibles pour répondre à ce besoin-là. OK, mais juste précision, parce que de ce que j'avais compris, c'était pour atteindre 75 dans chacune des plages, mais pour la population générale, parce que je veux dire, si les 80 ans et plus ont un taux vaccinal de 90 vous comprenez ce que je veux dire? Combien il en manque pour qu'on ait 75 en tout? C'est ça le 6 000? Non, en fait, le 6 000, c'est effectivement toute catégorie confondue. Donc là, je ne pourrais pas vous répondre exactement, mais on a établi notre taux vaccinal plus élevé en Abitibi-Témiscamingue, considérant qu'effectivement, on a des clientèles qui ont répondu là, à plus de 90 Ça répond à votre question, Mme Luneau? Ben non, mais c'est pas grave. Oui, mais non. Pour faire le calcul puis vous transmettre les données demandées plus précisément suite au point de presse, si ça vous convient. Je le ferai. La dernière fois, j'ai fait une petite règle de 3 puis ça a fonctionné. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Laferrière. Oui, auriez-vous préféré que le gouvernement donne des cibles à atteindre des chiffres disant on aimerait qu'il y ait tant de cas par 100 habitants ou au lieu de des dates parce qu'on dit que ça va suivre la situation épidémiologique, mais ça se peut que selon les chiffres de certaines régions, le déconfinement soit retardé. Est-ce que vous auriez préféré que le gouvernement donne des chiffres plutôt que des dates? Merci pour votre question. Comme vous savez, même nous autres, à chaque fois que la question me posée, sous quel chiffre, c'est toujours difficile à donner de chiffres parce que des fois, on peut avoir un agrégat des cas. Donc, on peut avoir même 15-20 cas, mais ils sont localisés et la situation est bien contrôlée. Ce qui n'implique pas que toute la région ou tout le monde est concerné par cette situation directement, c'est-à-dire le contrôle est là. Donc, je pense qu'il y a plusieurs indices. Ce chiffre-là que vous nous demandez, ça va être considéré lors des discussions avec les directions de santé publique pour décider, parce que la façon dont ça a été libellé, c'est que la majorité des régions vont passer. Donc, ce n'est pas l'ensemble des régions,
mais c'est la majorité. Donc, l'idée sera de regarder quelles sont les régions qui sont arrivées en un endroit où la santé publique est assez à l'aise de faire ce changement parce qu'il y a un contrôle assez élevé de la situation. Merci. Monsieur Saint-Amand de TVA. Oui, bonjour. Ma question est par rapport à la fermeture de la frontière entre le Québec et l'Ontario. Premièrement, savoir, est-ce qu'on a une idée à quand la frontière pourrait rouvrir? Pour l'instant, ce que nous savons, c'est au moins fermé jusqu'au 2 juin, mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Je présume que ça sera annoncé au moment opportun lorsque leur situation va s'améliorer. Monsieur Munger? Oui, en fait, on est à 48,2% de population vaccinée, si je ne me trompe pas, selon le tableau de tantôt. Est-ce qu'on est toujours confiant d'atteindre la cible de tous ceux qui voulaient être vaccinés, le 75% avant? Là, la date a été devancée par le gouvernement. On parlait de mi-juin. Est-ce qu'on est confiant d'atteindre cette cible-là? Et bon, je veux revenir aussi sur la vaccination deuxième dose. Le gouvernement parlait de fin août, ou du moins du mois d'août pour l'ensemble de la population. On ne semble pas voir d'augmentation d'allocation de vaccins vers la région. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Merci pour vos deux questions. Donc, effectivement, on est très confiant qu'on va atteindre l'objectif. Et pour répondre à la question de Mme Luneau tout à l'heure, c'est vraiment 6624 personnes avec les catégories d'âge pour pouvoir atteindre notre 75 %. Donc, on est très confiant qu'on va y arriver d'ici le 15 juin. Puis, pour les deuxièmes doses devancées, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la confirmation officielle. Puis, effectivement, on n'a pas de confirmation de vaccin, mais c'est comme à les autres moments, nos confirmations de vaccins n'étaient pas plusieurs mois à l'avance non plus. Par contre, au niveau provincial, on est actuellement justement à la planification de la période estivale, incluant si les deuxièmes doses seront devancées. Donc, je crois que les deux objectifs vont être atteints en Abitibi-Témiscamingue. Merci. Madame Luneau. Oui, je change un petit peu de registre. Peut-être que ça s'adresse plutôt à Dr. Sobanjo, afin que vous sauriez me le dire. On demandait du côté des travailleurs de la santé qui n'ont pas reçu le vaccin, qui n'ont pas voulu le recevoir. Ils doivent présentement subir des tests de dépistage à toutes les 3 semaines. Est-ce qu'on va maintenir ça? On va le maintenir combien de temps? Puis est-ce que ça peut jouer selon le palier d'alerte auquel on est? Pour l'instant, on va le maintenir jusqu'à quand, ce n'est pas encore confirmé, mais pour l'instant, ça se maintient jusqu'à nouvel ordre. Merci. Monsieur Laferrière? Oui, ma question s'adresse à Mme Châteauvert. Êtes-vous satisfait de la réponse des jeunes de 18 à 24 ans qui peuvent prendre rendez-vous depuis vendredi dernier? En fait, on les encourage à s'inscrire encore, effectivement. On voit bien que les jeunes répondent, mais on aurait besoin d'une inscription encore plus élevée pour répondre à notre couverture vaccinale. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Amand. Oui, je n'avais pas tout à fait fini par rapport à l'Ontario. Une autre question. Il y a des plaques de l'Ontario qui ont été répertoriées dans les stationnements de plusieurs commerces à Témiscamingue, à la frontière. Dans certains cas, des roulottes ont été aperçues. Des chalets privés seraient loués aux Ontariens, selon nos sources. Est-ce qu'on est au courant du problème? On sait que la frontière est toujours fermée. Est-ce que des actions pourraient être prises? Merci pour ces informations. Premièrement, il faut s'assurer que ce n'est pas juste le fait d'avoir une plaque ontarienne. Je vous explique. Il y a quelques personnes qui vivent principalement, pas principalement, mais ils ont aussi un logement dans notre secteur, mais leur véhicule est enregistré en Ontario. Donc, ce n'est pas juste le numéro de plaque, mais c'est important, la SQ fait une validation pour être certaine que la personne n'a pas une raison justifiable pour être sur notre territoire. Mais c'est sûr qu'on va continuer à faire les liens avec nos partenaires, mais je suis certain que déjà, il y a des mesures qui sont prises parce que même justement, aujourd'hui, on avait eu des informations qu'il y a même des gens qui, des fois, c'était un peu sévère. Donc, on sait qu'ils font des beaux travaux, mais on va continuer à s'assurer. Mais ce n'est pas juste
dit que parce qu'il y a un matricule de l'Ontario, que la personne a son résidence principale en Ontario. Est-ce que ça complétait votre question, M. Saint-Amand? Oui, non. Je comprends en effet de ne pas juste se fier aux plaques. Par contre, quand même, selon nos sources, certains Ontariens ont tenté de passer la frontière sans avoir une raison tellement valable et ils n'ont pas eu trop de problèmes pour le faire. Et ce n'était pas une question de résidence ou donc, en tout cas, selon ce que l'on sait, la frontière en laisse quand même passer beaucoup sans avoir nécessairement de raison. Donc, merci pour les informations. On va s'assurer de faire des vérifications à cet effet. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Munger. Oui, donc ma question porte toujours sur la vaccination. On a vu ailleurs au Québec, entre autres, des cliniques de vaccination sans rendez-vous avoir un succès assez marqué. Est-ce que c'est une option qui peut être envisagée pour rejoindre les plus jeunes? Donc, merci pour votre question. Actuellement, on n'a pas prévu de vaccination sans rendez-vous. Par contre, on est à regarder cette option-là là, pour, entre autres, la période estivale. Donc, il y a des possibilités, effectivement. Monsieur Saint-Amand, aviez-vous une autre question? Oui, j'ai une autre question, cette fois-là, au niveau de la vaccination. Il y a la vaccination dans les centres, il y a la vaccination dans les pharmacies. Pour ce qui est de la vaccination au volant, est-ce qu'on a une petite idée? Est-ce que ça pourrait venir en région? Donc, merci pour votre question. Actuellement, cette modalité de vaccination n'est pas envisagée là, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ce sera quelque chose qu'on regardera éventuellement, mais pour le moment, ce n'est pas un besoin là, qui était ressorti. Merci. Ça semble être complet pour les questions pour aujourd'hui. Alors, merci une fois encore à tous, aux porte-parole, aux représentants des médias, à la population qui était avec nous aujourd'hui. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Bonne journée. Merci, bonne fin de journée. Alors voilà ce qui fait le tour de ce point de presse du CISAT pour cette semaine. Ce qu'on retient, mi-juin, c'est la date qui est encerclée pour commencer à parler de zone verte. Si tout va bien avec la réouverture de la région, on sait qu'à partir du 28 mai, les gens vont pouvoir se déplacer interrégion. Donc, cette date du milieu du mois de juin, oui, est visée donc pour un possible retour en zone verte qui amènerait d'autres assouplissements avant le restant du Québec. On a commencé à parler de festivals. On sait entre autres qu'il y a le festival H2O du côté d'Amos, il y a le festival de musique émergente, également les FME qui ont annoncé qu'ils allaient avoir lieu cette année. De quelle façon, c'est ce qu'on verra, mais ce sera pour le moment du moins limité à 2500 personnes avec les mesures sanitaires et le port du masque. Donc, on pourra suivre ça dans les prochaines semaines. Pour vous, là-dessus, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée.